La suite du Grand Direct sur i24 News. Nous recevons ce soir un diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie notamment, actuel directeur du Centre des Affaires publiques et de l'État à Jérusalem, Freddy Eitan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous pour commenter une actualité riche et abondante concernant Israël, et notamment, puisque vous avez également occupé ce poste de porte-parole lors de négociations israélo-palestiniennes, eh bien, ce qui se passe ce soir à Jérusalem et qui est entouré d'un secret qui est assez étonnant pour des négociations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, d'abord que ces négociations ont lieu, on l'apprend alors qu'elles ont commencé, on ne sait pas exactement l'endroit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce secret qui est mis autour de finalement ce qui ne sont que des négociations de paix? C'est important d'être loin des projecteurs. Vous savez, la diplomatie classique a le sens de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer, et dans le secret, dans les coulisses, pour pouvoir plus tard annoncer de bonnes nouvelles, la bonne parole, si vous voulez. Dans ces nouvelles négociations, et vous savez, depuis Oslo, depuis 1993, nous avons négocié à plusieurs reprises, on a même signé un traité de paix, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la presse était présente. Parce que à chaque fois, à chaque réunion, il y avait des journalistes à la sortie. On était obligé, si vous voulez, de raconter ce qui s'est passé. Et chaque délégation avait aussi ses propres intérêts de pouvoir annoncer soit des avancées, soit l'impasse, etc. Donc il y a un problème de communication. Et là, on essaie justement voilà, de semer un petit peu le voilà, mystère. Exactement. Alors donc, on essaye, si vous voulez, dans ce sens-là, c'est la diplomatie classique. Et je crois que cette diplomatie classique est la bonne. Parce qu'il vaut mieux avoir, pendant 9 mois, vous savez, c'est la grossesse, pendant ces 9 mois, essayer d'être à la fois amadoué, si vous voulez, des conversations, parler dans les coulisses, essayer de trouver des solutions pragmatiques, et enfin, pour que le bébé naisse, donc il est important donc qu'il soit assez fort et qu'il annoncera donc la bonne nouvelle. Et c'est pas facile, ce n'est pas une partie de plaisir du tout, parce que la confiance mutuelle n'est plus ce qu'elle était. Ouais. Il y a une méfiance, il y a un climat de tension. Il y a une turbulence qui est à la fois non seulement au sein même des Palestiniens, puisqu'ils sont à deux têtes, puisqu'il y a deux entités. Il y a aussi des turbulences tout autour du Proche-Orient. Donc il y a cette méfiance de la part des Israéliens, et depuis toujours, il y a, je dirais, un syndrome des Israéliens. À chaque fois qu'on avance vers la paix, on pense avant tout à la sécurité. Et donc, on est un peu méfiant dans ce sens-là, parce qu'on a à chaque fois raté les rendez-vous de l'histoire. Alors, vous parliez justement des accords d'Oslo. Tout avait commencé dans le plus grand secret, d'ailleurs. C'est peut-être ça qui fait qu'on va déboucher sur un accord, c'est qu'on a finalement surpris tout le monde au départ, personne n'était au courant. On a surpris tout le monde, mais aussi on était loin, on était en Norvège, dans les fjords, très loin, un endroit paisible, pastoral, je dirais, pastoral. Ouais. Là, on était à Jérusalem, évidemment, c'est beaucoup moins non, mais quand excentrique. Même, dans un hôtel, dans un palace, vous savez, on peut avoir ce confort aussi. Et alors, donc, il était important de négocier, mais négocier loin et avec sans intermédiaire, c'est ce qui est important aussi. Il y a aujourd'hui un émissaire, je dirais un regard de droit des Américains qui sont là. Il y a Indyk, qui est l'émissaire qui est un orfèvre du dossier, qui a été ambassadeur ici des États-Unis, qui connaît parfaitement donc les rouages, comment ça va être. Et je crois qu'il est l'homme bien placé pour faire avancer cette locomotive donc, de la paix. Il y avait un certain scepticisme qui se dégageait au départ de ces nouvelles négociations quant à la conclusion d'un accord au bout de 9 mois. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut y arriver vraiment, ou que ça prendra beaucoup plus de temps? Je ne crois pas qu'on arrivera au statut final après 9 mois. Les sujets sont complexes. Les sujets sont difficiles. Vous savez, c'est un conflit qui dure et endure depuis plus d'un siècle. Et donc, il est important de trouver une solution qui, après, ne soit pas ni violée, ni abrogée quelques mois plus tard. On doit trouver un accord solide, viable. Offrir donc aux Palestiniens un État aussi viable, côte à côté de l'État juif, à côté de l'État d'Israël. Mais les problèmes sont graves.
Les problèmes, il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes des revendications des Palestiniens pour un droit de retour, par exemple. Il y a un problème des frontières, mais des frontières défendables que nous souhaitons et que nous vivement souhaitons que pour la défense de l'État d'Israël, vous savez qu'avant juin 1967, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, donc de 67, mais avant cette guerre, on n'avait que des lignes d'armistice de 49. Donc ce n'étaient pas des frontières qui étaient internationales. On avait des frontières seulement avec le Liban, par exemple, et avec l'Égypte, et non pas avec la Jordanie. Donc tout ça, il faut voir sur le plan géopolitique, et puis la donne a changé et la méfiance grandit. Et donc s'il y a des menaces proches et lointaines, comme l'Iran, ce qui se passe en Syrie, aujourd'hui avec l'Égypte, donc les Israéliens sont beaucoup plus méfiants qu'avant, et ils espèrent trouver une solution. Parce que je crois qu'on arrivera, après 9 mois, à un accord intérimaire, ou à un accord qui serait à la fois, qui donnerait aux Palestiniens non seulement une autonomie plus, c'est-à-dire presque un État, mais qu'ils pourront gérer eux-mêmes cet État, et qui pourront avoir, et ce que exige, et c'est ça qui est important, je crois, que Netanyahou a changé complètement de cap. Lui, un ancien de Jabotinsky, lui qui était au Likoud, l'homme fort où son père était un historien irréductible et qui pensait au grand Israël, eh bien lui a changé. Donc il pourrait négocier évidemment des territoires peut-être avec les Palestiniens. Il est obligé, je dirais, de négocier aussi certains territoires. Il y a, si vous voulez, on a tout négocié. On sait exactement où est tracé le chemin, où va être tracée la frontière. Les Israéliens vont garder ou sauvegarder ce qu'on appelle le bloc d'implantation et tous les alentours de Jérusalem. Mais les autres implantations, les implantations qui sont isolées, ceux-là vont être démantelés. Il faut que les Israéliens le savent, que Netanyahou va démanteler demain des implantations isolées. C'est pas ce que disent les autres membres de sa coalition qui ne sont pas du tout de cet avis. Mais oui, bon, mais on ne peut pas l'entendre aujourd'hui. Non, mais Netanyahou est capable de prendre une décision ferme, d'avoir ce qu'on appelle des discussions audacieuses, des courageuses dans ce sens-là, mais il faut aussi qu'il cesse d'être un homme politique et qu'il devienne un homme d'État. Et un homme d'État doit penser à l'avenir, il doit avoir une certaine vision vers l'avenir pour cette coexistence dans cette région du monde. Alors une région du monde, vous l'avez dit, très agitée, notamment avec l'Égypte, et là c'est un domaine que vous connaissez également. Vous avez été ambassadeur en Mauritanie, un pays africain musulman et qui avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Pour les relations avec l'Égypte, il y a un traité de paix officiellement, mais on voit bien que Israël reste le plus discret possible, alors que beaucoup de pays, comme la Turquie encore aujourd'hui, estiment que c'est en fait Israël qui est derrière ce que les militaires ont fait aux islamistes en Égypte. Vous savez, ce que dit Erdogan, ou ce qu'il a été cité par un journal turc concernant Israël, on connaît la rengaine concernant Erdogan. Et Erdogan et la Turquie a aussi une certaine ambition hégémonique. Revenir donc ce qu'a été naguère les Ottomans. Mais aujourd'hui, je crois, dans le cadre égyptien, l'Égypte a des contacts permanents, c'est-à-dire que le maître aujourd'hui de l'Égypte, Fattah el-Sisi, a des contacts permanents avec l'état-major israélien, avec les services de renseignement israéliens, et donc il y a une coordination concernant la lutte contre le terrorisme. Israël ne va pas intervenir, ça va de soi, dans les affaires intérieures de l'Égypte. Mais Israël aussi a son droit de se défendre contre ce qu'on appelle la plaque tournante du terrorisme dans le Sinaï. Et c'est important pour nous de se défendre le long de cette frontière. Vous le savez, il y a une barrière aujourd'hui le long de cette frontière. Et on a construit cette barrière contre les infiltrations venant des travailleurs, des immigrés d'Afrique. Mais aujourd'hui, cela concerne aussi le terrorisme. Et heureusement qu'il y a cette barrière. Le renseignement est très important dans ce sens-là parce que non seulement il y a des drones, il y a un service qui a été créé pour contrer toute attaque,
Il y a la ville balnéaire d'Elat qui est menacée, qui a eu déjà plusieurs tirs de roquettes contre. Donc Israël est vigilant et Israël a le droit aussi, peut-être avec l'Égypte, de demander à d'autres pays de soutenir donc l'Égypte aujourd'hui dans ce combat qui est un combat inlassable, qui est un combat sans pitié contre le terrorisme international. Ce que la France a fait au Mali, l'Égypte fait aujourd'hui dans le Sinaï. Et pourtant, la France pourrait demain sanctionner l'Égypte, puisque les ministres européens se réunissent pour peut-être prendre des sanctions contre l'Égypte. Vous trouvez que c'est de l'hypocrisie un petit peu? Mais ce n'est pas, c'est un double jeu de la part de la France, des Européens. Dans ce sens, on ne peut pas combattre le terrorisme sans combattre avec des armes et non pas avec une certaine politique. La politique doit être ferme et il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais double standard. Il n'y a pas de double niveau dans cette politique. La diplomatie américaine aussi a échoué concernant l'administration Obama a fait plusieurs erreurs concernant, parce qu'on ne peut pas hésiter. Cette valse d'hésitation pour les populations comme dans les chancelleries montre une certaine faiblesse dans cette région. Est-ce que ce n'est pas le printemps arabe qui a un petit peu enthousiasmé et berné peut-être les dirigeants Oui, non, le printemps arabe, vous savez, on ne sait pas si c'est un hiver sunnite ou un hiver chiite et non pas un printemps. Cela a fait boule de neige ou domino depuis la révolte du jasmin en Tunisie. Cela s'est poursuivi en Libye. Mais regardez ce qui se passe en Syrie. Ce mutisme des Occidentaux, cette impuissance des Occidentaux vis-à-vis d'un massacre. Il y a plus de 100 000 morts en Syrie. Il y a eu, c'est vrai, des... Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, à votre avis? Il faudrait intervenir peut-être dans le ciel syrien, comme l'ont demandé les rebelles à un moment. Il faudrait que les États-Unis et la communauté internationale interviennent militairement? Il faudrait trouver ce qu'on appelle des zones interdites d'abord, c'est-à-dire un blocus. Ce qu'on peut faire aussi en Iran demain, blocus maritime, dans le Golfe Persique par exemple. Il est important de prendre des mesures adéquates et des mesures sévères, mais il faut avoir une politique pour cela. Et la politique, hélas, n'est plus ce qu'elle était. L'Europe n'est plus cette puissance, ce rôle d'influence en Europe est effacé complètement. Et l'Amérique d'Obama montre par là que les affaires intérieures, d'une part, et son image vis-à-vis de cette image de démocratie, on balaye, c'est vrai, des régimes totalitaires, mais il faut trouver aussi, créer une démocratie. Mais la démocratie ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voyez en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? On a balayé un dictateur qui s'appelle Saddam Hussein, et qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé qu'on trouve aujourd'hui du terrorisme et des vagues de terrorisme contre des chiites, contre des sunnites et autres, et contre des coptes. Et donc, aujourd'hui, nous devons savoir que la démocratie, c'est aussi, ne peut pas être compatible avec ce qu'on appelle l'islam politique. Et la démocratie n'est pas seulement les urnes. La démocratie, c'est aussi un état d'esprit, comme disait Mendès France. C'est là l'importance. Donc, dans cet état d'esprit démocratique, c'est-à-dire que nous devons trouver un climat qui pourrait, et ce n'est pas par un bâton magique ou par un renversement, et ce n'est pas non plus par la force de l'armée qu'on peut évidemment retourner à une démocratie. Mais on doit trouver d'abord un ordre. Et là, le désordre, ce qu'on appelle le chaos aujourd'hui que plonge l'Égypte, parce que l'Égypte a besoin, a faim. Il y a la misère en Égypte. Et 70% des Égyptiens sont des analphabètes. Et il n'y a plus de tourisme. Et donc, il est important de donner, Obama aurait dû faire un plan Marshall et non pas être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Est-ce que finalement, pour Israël, le fait de ne pas avoir de démocratie et des pays justement qui se déchirent intérieurement autour, ce n'est pas une garantie peut-être aussi pour la sécurité de se dire que finalement, au moins, les frontières seront toujours surveillées? Non, je ne crois pas. On a intérêt à ce que dans les pays arabes règne une certaine démocratie. Et je crois qu'il est important pour les peuples aussi, parce que les peuples doivent être libres. Il doit y avoir une diversité de partis, il doit y avoir une liberté d'expression, et non pas des pays totalitaires. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons avoir, effectivement, avec tous les pays arabes, c'est vrai qu'Israël, la seule démocratie, c'est un bastion démocratique dans un environnement très hostile, mais nous suivons et nous survivons comme on peut, et 65 ans après, je crois qu'on a bien réussi.
Merci beaucoup Freddy Ethan. Donc je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur notamment d'Israël en Mauritanie, que vous êtes directeur du Centre des affaires publiques et de l'État à Jérusalem. C'est un organisme qui réfléchit beaucoup sur la situation justement au Moyen-Orient. Hein. Tout à fait, sur le plan géopolitique, et il y a évidemment des chercheurs qui essayent de trouver des solutions. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et on l'a bien compris avec votre exposé très clair. Merci beaucoup Freddy Ethan d'avoir été l'invité d'i24 News ce soir donc pour évoquer la situation dans ce Moyen-Orient très agité. C'est la fin du Grand Direct, mais l'information revient dans un tout petit instant avec un nouveau journal qui vous sera présenté par Sarah Gaudron sur i24 News. Passez une très bonne soirée. À demain.